All rise. Veuillez vous lever. Please be seated. Mr. Weber, you may proceed. Le président, Monsieur Weber, vous pouvez prendre la parole. Merci et bonjour à vous, messieurs les juges. Pendant plus de 3 ans et demi, le monde a regardé Mladic assujettir la population de Sarajevo qui faisait l'objet d'un siège lors d'une campagne impitoyable de pilonnage et de tirs embusqués. Pendant toute la durée de la campagne, personne n'a été épargné de l'impact des obus et des balles de la SRK. Quelqu'un a perdu quelqu'un qu'il connaissait, soit quelqu'un qu'ils aimaient. Et chacun pouvait être touché à tout moment. Le point culminant de cette campagne était la terreur. Personne ne savait à quel moment le prochain obus ou balle pouvait changer leur vie à tout jamais, et ce de façon tragique. Cette chambre de première instance a entendu les témoignages de témoins qui ont parlé de la manière dont ils ont survécu à l'intérieur de la zone encerclée par la SRK. Les témoins après témoins ont parlé de la terreur provoquée par les pilonnages et les tirs embusqués contre les civils de Sarajevo. De nombreux témoins, ces témoins venaient de toutes les couches de la société. Bon nombre d'entre eux possédaient une certaine expérience militaire. Ils ont tous eu l'occasion d'observer et de remarquer les conditions de vie qui étaient les leurs, qu'il s'agissait des observateurs militaires des Nations Unies, d'autres représentant la communauté internationale, des journalistes, des enquêteurs de police ou les habitants de Sarajevo eux-mêmes. Tous ces témoins vous ont parlé de la campagne de la VRS qui était violente et qui a duré longtemps, qui est dirigée contre la population civile de la ville. Un de ces témoins était Suleiman Ciancialo. Comme M. Traldi vous l'a dit un peu plus tôt, M. Ciancialo et sa famille ont été contraints à quitter Palais en juillet 1992 afin de sauver leur tête. Fin de citation. Ils sont partis, mais se sont retrouvés piégés à Sarajevo pendant les 3 années suivantes. Au cours de ces années, lui et sa famille ont dû supporter ce que d'aucuns ont dû supporter pendant la ville. Ils ont vécu sans électricité, sans eau courante. Pour rester chaud, ils ont commencé à brûler du bois. Et lorsque cela est devenu une denrée trop difficile à trouver, ils ont brûlé des chaussures, des planches, du plancher et des portes. Lorsque l'aide humanitaire a été coupée, ils ont été contraints à s'alimenter avec de l'herbe bouillie et des feuilles. La difficulté de tout ceci a été exacerbée par la vue de corps et de sang dans les rues dû au pilonnage constant et aux tirs embusqués. M. Ciancialo lui-même souhaitait simplement qu'il pleuve pour que l'on puisse effacer les traces de sang dans ces rues. Comme bon nombre d'autres personnes dans le même cas que lui, il avait toujours peur lorsqu'il quittait sa maison qu'il ne rentrerait pas vivant ou que ceux qu'il laissait derrière lui ne seraient pas en vie lorsqu'il rentrerait. Lorsque les obus sont tombés comme des grêlons, il a expliqué « Nous pensions que personne ne pouvait survivre ». Fin de citation. S'ils avaient eu l'occasion de partir, vous a-t-il dit, il serait parti. Mais à aucun moment pendant le siège, lui ou sa famille n'ont eu cette opportunité-là. Quelques mois seulement avant la fin de la guerre, sa femme s'est rendue au marché de Marcalais le 28 août 1995. Après, elle avait entendu dire que du lait en poudre serait peut-être disponible. Après, lorsque M. Ciancialo a constaté qu'elle ne rentrait pas, il a appris ce que nous sommes sur le point de voir. Madame Stewart, veuillez visionner un extrait de la pièce P446, s'il vous plaît.
Une fois que M. Ciancialo a entendu parler de ce pilonnage, il a suivi le chemin qu'avait emprunté sa femme jusqu'au marché. Il a fouillé les rues ensanglantées que nous venons de voir. Lorsqu'il ne l'a pas trouvé, il s'est rendu à l'hôpital et a vérifié la liste des blessés. Ensuite, il a découvert sa femme qui était à la morgue, couchée à côté de 6 autres femmes décédées. Après tout cela, et après avoir survécu pendant des années à Sarajevo, il s'est rendu chez lui pour avoir une conversation qui, pour beaucoup d'habitants de la ville, était devenue trop familier. Il a expliqué à ses enfants ce qui était arrivé à leur mère et ils l'ont ensuite enterré alors qu'il faisait nuit, en même temps que d'autres victimes du pilonnage, parce que les enterrements de jour étaient devenus trop dangereux. Pacha Ciancialo était une des 43 personnes tuées par l'obus de SRK tiré du secteur de Trebević le 28 août 1995. Le pilonnage de Marcalais 2 était un des derniers d'une liste trop longue de pilonnages et de tirs embusqués contre les civils et des zones civiles à Sarajevo. La Chambre de première instance a vu de nombreuses autres vidéos qui montraient la suite des pilonnages et des tirs embusqués contre la ville, notamment P136, P864, P7551 et P7566. Même si ces vidéos ne vont pas être visionnées lors de la présentation de mes arguments, ceci montre les ravages et le carnage qui a été provoqué par les balles et les obus de la SRK. Dans notre mémoire en clôture, l'accusation a clairement exposé cette campagne de pilonnage et de tirs embusqués depuis sa création en avril 1992. Cette campagne a été intensifiée et s'est poursuivie sous le commandement du général Mladic entre le mois de mai 1992 et le mois de novembre 1995. Aujourd'hui, l'accusation va présenter ses arguments concernant la campagne de terrorisation faisant partie de l'entreprise criminelle commune à Sarajevo et se concentrera sur la responsabilité du général Mladic pour les crimes reprochés que sont la terrorisation, les actes illégaux et le meurtre. Ces arguments aborderont ensuite le pilonnage, les tirs embusqués de la SRK et dernièrement, je me pencherai sur les arguments présentés par la défense dans son mémoire en clôture. La plupart des arguments de la défense, eu égard à l'entreprise criminelle de Sarajevo, figurent au paragraphe 1034 à 1057 du mémoire en clôture de l'accusation. Le général Mladic est responsable de la campagne parce que c'est lui qui était aux commandes et c'est lui qui a dirigé les forces et qui a mis en œuvre cette campagne. Entre le mois de mai 1992 et la fin de l'année 1995, Mladic a terrorisé la population civile de Sarajevo par le biais d'une campagne de pilonnage et de tirs embusqués qui a été mise en œuvre par les forces de la SRK placées sous son commandement et son contrôle. Et c'est Mladic qui était aux commandes et qui a dirigé cette campagne, intensifiant le niveau de terrorisation en fonction de ses objectifs et ceux des dirigeants bosno-serbes. De cette manière, il a utilisé Sarajevo comme un endroit sur lequel exercer une pression. Les bosno-serbes pouvaient exercer des pressions ou réduire l'intensité des attaques aux fins de réaliser leurs objectifs principaux. Ces objectifs principaux comprenaient la séparation, la mise en place de la séparation ethnique qu'ils recherchaient ou avaient déjà accompli sur de grands territoires de la Bosnie. À partir du moment où il est arrivé à Sarajevo en mai 1992, Mladic a participé de façon active à la campagne de terrorisation dans le cadre de l'entreprise criminelle commune, parce qu'il était directement impliqué dans les attaques contre la population civile. À l'époque, son autorité était absolue et il contrôlait complètement la SRK. Il a ensuite adopté cette même approche eu égard à la SRK pendant toute la durée de la campagne et était très impliqué dans tous les agissements de la dite SRK. Depuis le début jusqu'à la fin, Mladic savait exactement ce qu'il exigeait de ses subordonnés et il était d'accord avec les
avec ce que faisaient ces hommes qui mettaient en œuvre, qui exécutaient ces ordres. Ce qui est apparent, c'est que ces hommes clés et les membres de l'entreprise criminelle commune, Galić et Milosevic, ont été récompensés par lui pour la manière violente dont ils ont mis en œuvre cette campagne de terrorisation sur le terrain. L'autorité de Mladić était également fort connue le long de la chaîne de commandement de la SRK, ce qui était tout à fait manifeste de la manière dont ses subordonnés réagissaient. Et c'est lui qui était responsable de ce qui se passait à Sarajevo. Par exemple, dans la pièce D75, une conversation interceptée datée du 24 mai 1992. Mladić a accru son autorité par l'intermédiaire d'un seul subordonné à Ilija. Il a été très clair. Il a dit « C'est moi qui donne les ordres de tirer ». Le message que Mladić transmettait était fort simple. Lorsque le SRK tirait, c'est Mladić qui était à l'origine de ces tirs. L'autorité de Mladić pendant toute l'arrêt de la campagne était claire aux yeux des représentants de la communauté internationale également. En se fondant sur ses expériences avec les commandants de la SRK, Galić et Milosevic, le général Fraser a conclu que ces deux hommes suivaient les ordres de Mladić et n'avaient quasiment aucune latitude pour prendre leurs propres décisions, mais que dans certains cas, ils disposaient d'un petit peu de flexibilité, peut-être s'agissant de certains tirs embusqués. Des expériences analogues ont été racontées par d'autres témoins, comme Tucker, Abdelrazik, Harland, Rose, Smith, Wilson et Thomas, entre autres. Les renvois à ces commentaires se trouvent au paragraphe 714 du mémoire en clôture de l'accusation. Il existe de nombreux autres exemples du commandement actif et engagé du général Mladić eu égard aux troupes de la SRK. Outre les ordres fréquents qu'il donnait et qui concernaient les opérations de la SRK, il était souvent présent sur le front de Sarajevo car il se rendait sur les positions de la SRK. Lors d'une de ses visites, il y a eu un entretien en 1992 lorsqu'il a fièrement visité ces différentes positions dominantes au-dessus de Sarajevo. Madame Stewart va maintenant vous laisser entendre une partie de cet entretien. Il s'agit de la pièce P76. High up on the windswept hills, the 100mm guns are dug deep into the rocks directly overlooking Sarajevo, an overwhelming position of strength, which is obviously to the general's satisfaction. As he says, he holds the city in his palm, and many of the buildings in the haze below bear testimony to that power. As we have just seen, nous venons de le constater, Mladić et ses forces contrôlaient les positions dominantes autour de Sarajevo. Et il savait pertinemment que la population de la ville était retenue captive et qu'il pouvait faire de cette population ce qu'il voulait dès le début. Ce qui se trouve reflété dans de nombreuses déclarations de Mladić lui-même au mois de mai 1992. Il disait en toute confiance « J'ai bloqué Sarajevo, la ville est piégée, il n'y a aucune sortie possible ». Fin de citation. Lors d'une autre conversation au mois de mai, il a dit à un subordonné d'informer ses hommes que, je cite, « Toute la ville de Sarajevo est bloquée. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent que respirer et des oiseaux peuvent voler autour de Sarajevo. » Fin de citation. Il s'agit des conversations interceptées P327 et P323. La ville était à sa merci et le général Mladić s'est lancé dans des activités avec la SRK
Pendant les mois de mai et juin 1992, sa campagne contre les civils de Sarajevo a démarré peu après avoir été nommé commandant de l'état-major principal de la VRS. Et il a promis lors de la 16e séance de l'Assemblée qu'il intensifierait les attaques en cours contre la ville. Seulement 2 jours après la 16e séance de l'Assemblée, le 14 mai 1992, ses forces ont lancé une attaque à l'artillerie à grande échelle. De nombreux obus sont tombés sur des zones résidentielles dans la partie est de la ville. Ce bombardement massif a même touché Biljana Plavšić, qui a parlé de ce pilonnage à la pièce P 2733 et a dit que c'était horrifiant. Et on lui a demandé, et elle a demandé, est-ce qu'ils sont vraiment obligés de prendre pour cible des civils? Dans les semaines qui ont suivi, Mladić a répété à maintes reprises qu'il allait détruire la ville si on ne répondait pas à ses exigences. Il a promis qu'il riposterait contre la ville et a dit à ses subordonnés, je cite, « Assurez-vous que vos soldats soient au courant du fait que Sarajevo va trembler. Sarajevo va trembler. Davantage d'obus tomberont par seconde que pendant toute la durée de la guerre jusqu'à présent. » Fin de citation. Il s'agit de la pièce P 327. Le général Mladić a tenu sa promesse et s'est conformé à ses menaces. Le juge Ori, M. Mladić doit s'abstenir de faire des gestes, quels qu'ils soient, au niveau de manifester des expressions particulières au niveau du visage. Et je lui demande de bien vouloir se concentrer sur ce qui se passe dans le prétoire plutôt que de se tourner vers la galerie du public. C'est un léger avertissement. Je m'en tiens à cela. Vous n'êtes pas censé parler. Si vous souhaitez répondre, vous pouvez demander à votre conseil de le faire, qui dans ce cas aura la possibilité. Je vous demande de ne pas parler à voix haute. Monsieur Mladić, j'ai dit que vous deviez vous abstenir de faire des gestes, et c'est ce que vous faites maintenant. Vous les répétez. Peut-être que vous pouvez vous tourner de façon à pouvoir vous concentrer sur ce qui se passe dans le prétoire. Poursuivons. You're again speaking, Mr. Mladić. Le président, vous parlez de nouveau. Monsieur Mladić, c'est le dernier avertissement. Abstenez-vous de faire des gestes, de toute expression du visage ou de parler. En écoutant le réquisitoire, il n'y a rien qui vous oblige à consulter votre conseil. Vous pouvez le faire pendant la prochaine pause si cela vous est nécessaire. Vous pouvez poursuivre, Monsieur Weber. Monsieur Weber. Le général Mladić a donné suite à ses menaces et tenu ses promesses. Cela a été particulièrement bien démontré lors du fait répertorié G1 le 28 mai, le soir. Mladić a décidé d'exercer son autorité et a ordonné la SRK de bombarder sans discernement les zones civiles de Sarajevo. Ces ordres peuvent être entendus par tout le monde ici dans le prétoire. Dans l'enregistrement versé au dossier portant la code P105 au cours duquel Mladić, de manière calme et répétée, ordonne délibérément à ses subordonnés de tirer sur les zones civiles, notamment Bashkarica et Velici et Pofalici, parce qu'il n'y a pas là-bas beaucoup d'habitants serbes. Voici un extrait.
Oko kom? I Đure Đakovića gore. Razumem. Jel ti jasno? Razumem. Ali idi na artiljerijsko osmatranje, da ne mogu da spavaju, da razdučimo pamet njihovu. Mladić, ne le fais pas parce que tu dois aller à Pofalici, Mirko, parce que nous avons tiré beaucoup dessus, Mladić, tiré Flezici. Mladić, oui, Mirko, c'est bien compris, Mladić, tiré sur Flezici et Pofalici. Il n'y a pas beaucoup d'habitants serbes, Mirko, oui, Mladić, ensuite tiré sur cette ville, Autodomska. Mladić, oui, c'est bien compris, Mirko, c'est bien compris. Mladić, c'est clair, Mirko, c'est clair. Mladić, mais surveiller, on va les rendre fous. C'est bien compris, monsieur. Monsieur Weber reprend. Monsieur Weber, comme indiqué dans le mémoire de l'accusation, paragraphe 925 à 930, Mladić a assuré le commandement direct des opérations de la SRK lors de ces bombardements et les quartiers et lieux pour lesquels le général Mladić avait ordonné le pilonnage ont été pilonnés. Les attaques ont été féroces, il y a eu des victimes dans toute la ville et les dégâts ont été très étendus. Le général Wilson a expliqué ce qu'il a vu ce soir. Il a dit il semblait que l'on s'attaquait à toute la ville, pas seulement certains quartiers, mais on tirait beaucoup sur la vieille ville. Et Wilson continue. C'était une expérience horrible pour les habitants de Sarajevo que ce soir-là. Fin de citation. Wilson a vu exactement ce qu'avait ordonné le général Mladić et l'accusé a réalisé son but explicite, terroriser les habitants de la ville, ou dans ces mots, les rendre fous. La défense cherche à dire dans les paragraphes 1906 à 1910 de son mémoire que la SRK ne visait que des cibles militaires dans la ville lors de leur bombardement G1. La défense se fonde sur le témoignage de la victime Valida Tarchin qui, selon elle, montre d'une certaine manière qu'il existait des cibles militaires à Chirokacha. La défense déforme considérablement son propos. En réalité, Tarchin a dit qu'il n'y avait que des gardes qui n'étaient pas armés dans son quartier. À une ou deux reprises, elle a pu voir quelques policiers de réserve passer par son quartier. Elle a témoigné qu'elle n'a jamais vu de force de l'ABIH, de poste de contrôle de l'ABIH ou d'artillerie, de pièces d'artillerie de l'ABIH à Chirokacha à l'époque. Et aucune attaque n'a été menée à partir de ce quartier. La défense ignore totalement la déposition, à la page 5, de P 1596, compte rendu d'audience 4995, 5048 et 5000, jusqu'à 5053. Une semaine seulement après le fait G1, les forces de Mladić ont lancé une autre série de pilonnages à grande échelle en début juin dans le cadre du fait G2, fait répertorié G2. Lors de ces pilonnages, des vagues d'obus sont tombés sur Sarajevo de manière récurrente et pendant des jours, les civils dans la ville ont été tués, blessés et les quartiers civils détruits à grande échelle. C'est ce que nous indiquons au paragraphe 933-937 du mémoire de l'accusation. Dans la ville, lors de cette attaque, le journaliste Arnout van Linden a écrit que ou a déclaré que le pilonnage de Sarajevo début juin était le pilonnage le plus intense qu'il ait connu à l'époque. Il se trouvait avec son caméraman au sommet de l'hôpital public, au centre de la ville, et Van der Linden a parlé des attaques et il a décrit le pilonnage à large échelle avec les obus qui tombaient comme la pluie sur la ville sans viser quoi que ce soit en particulier. Il n'y avait aucun but militaire, a-t-il dit, mais il ne s'agissait simplement de répandre la terreur auprès de tous les habitants de la ville.
Compte rendu d'audience, page 1322. La défense prétend, paragraphe 1920 dans son mémoire, que la SRK n'était pas responsable des attaques décrites à l'incident répertorié G2, car il existait des ordres stricts selon lesquels les tirs devaient être restreints. Pour étayer cela, il se fonde sur la directive 1 de la VRS, délivrée par le général Mladic le 6 juin, qui indique quelque part que la directive contenait un ordre de restreindre le feu. Mais il n'existe pas de tel ordre dans les directives. Au contraire, le général Mladic a ordonné dans cette directive la SRK d'utiliser des actions offensives pour améliorer ses positions dans Sarajevo et autour de Sarajevo. Mais indépendamment du libellé de la directive 1, la défense indique que la SRK n'est pas responsable des bombardements G2. Et cela est contredit par les 4 vidéos versées au dossier portant les codes P72 à P75 qui montrent à quoi ressemblait la ville lors des pilonnages G2. Monsieur Stewart va à présent nous faire visionner un passage d'une de ces vidéos P75. Suddenly on Sunday night, the whole city becoming the target. No district spared. Tout à coup, toute la ville est prise pour cible. Aucun quartier n'est épargné. C'était dimanche soir. Tout tremble. Toutes les 10 secondes, les obus d'artillerie de mortier tombent. Le tir est si intense que les éclairs se superposent les uns aux autres.